Alors nous abordons un thème très particulier, très peu orthodoxe, qu'on a appelé « Faire la ville pas chiante ». Ça n'est pas du tout un vocabulaire que vous avez l'habitude d'entendre. On m'avait proposé d'appeler ce thème « Faire la ville plus stimulante », mais ça n'est pas le sujet, puisque une ville agréable et pas ennuyeuse n'est pas forcément très stimulée. Elle peut être calme. Donc c'est un sujet que j'ai proposé il y a 3 ans à peu près et sur lequel nous avons travaillé intensément pendant presque 3 ans maintenant avec Jean-Luc Charles qui dirige la Samoa à Nantes et Antoine Petitjean qui est ici, qui est architecte urbaniste. Et nous avons l'intention de faire un livre ultérieurement. Alors pourquoi ce thème ? Ce thème vient de l'observation de la manière dont nous produisons la ville aujourd'hui, notamment celle des macrolots, une ville qui produit des choses qui se ressemblent un peu partout, qui fabrique aussi des grands îlots qui sont non transformables, en oubliant que les grands ensembles nous ont posé un très très gros problème parce que c'était une seule parcelle non évolutive. Et donc, on s'est demandé comment on pouvait réaliser des quartiers vivants, hybrides, qui peuvent accueillir la diversité, l'aléatoire, susciter de l'agrément, de la surprise, du vivant. Donc, échapper au modèle générique, et puis ne pas se centrer seulement sur les nouvelles opérations en considérant que c'est toute la ville qui est le lieu de travail, donc aussi bien le flux que le stock. Et puis, on s'interroge aussi sur la manière de fabriquer des identités locales qui sont partagées, d'échapper à la programmation trop fermée, de profiter des opportunités, mais aussi de faire une ville équitable. Donc pour cela, il faut sortir de l'obsession du parfait achèvement et penser aussi qu'une ville pas chiante est, selon les termes d'Alexandre Chemetov, une ville patiente, une ville qui prend son temps. Alors pour échanger, d'abord je vous ferai une petite synthèse de nos travaux rapidement. Et puis nous avons 3 invités. Je commence par la dame, bien sûr, Jacqueline Hosty, qui est paysagiste, qui est doublement Grand Prix du paysage. Je crois que c'est un cas unique, double Grand Prix du paysage, dont très récemment, 2018, et qui a également été nominée au Grand Prix de l'urbanisme. Donc Jacqueline Hosty, on lui doit des grands parcs magnifiques, dont en particulier celui d'Amiens, qui est un projet urbain à lui tout seul, qui réconcilie les morceaux épars de la ville. On lui doit le parc de Batignolles. Elle a travaillé beaucoup avec François Greter, avec Bernard Eichen, mais aujourd'hui, elle est mandataire commun de nombreux projets, en particulier à Nantes, sur l'île de Nantes, avec l'Air Shorter, mais aussi sur Rouen et sur d'autres territoires. Donc elle aura vraiment la place du vivant dans la fabrication urbaine. Puis on a Philippe Claus, qui vient de Bruxelles, qui est maire, et que moi j'ai connu comme adjoint au maire avec différentes responsabilités, et qui a été élu maire en fait parce que le maire précédent était défaillant. Il y a eu une succession en cours de route. Puis Philippe s'est présenté aux élections en son nom, en succédant à une équipe qui avait failli, qui était dirigée par les socialistes avec la droite. Et malgré ça, il a gagné largement les élections, mais il a une nouvelle coalition avec les Verts. Et son grand thème, vous verrez pourquoi ça vient abonder la ville patiente, son grand thème, c'est faire la ville tout à 10 minutes à pied. Alors récemment, on a fait une émission avec Denis Chessou pour raconter comment faire la ville à 10 minutes à pied, c'est de l'écologie. Alexandre Chemetov est donc Grand Prix de l'urbanisme dans une année très particulière qui est l'an 2000. Et il s'est fait connaître, il est architecte, paysagiste, urbaniste, et il s'est fait connaître en particulier par une approche spécifique de l'urbanisme et du projet urbain, en considérant que c'est le projet qui prime sur le programme, c'est le projet qui invente le programme. Et on part de l'existant, et en particulier on respecte tout ce qui existe, y compris le banal. Et ça, c'est vraiment très important dans nos propos et dans nos échanges. Donc Alexandre Chemetov en particulier, je ne citerai pas tous ses projets, c'est tout à fait impossible, mais je citerai en particulier Rennes, où il a fait les bords de Vilaine, qui sont un projet absolument magnifique, et qui a inauguré sur l'île de Nantes un travail très très différent sur l'urbanisme, où pour la première fois, un urbaniste s'installait dans la très longue durée sur un projet, en considérant qu'on saisissait toutes les opportunités et qu'il fallait être là dans la durée
œuvré pour que ce soit possible. Il a également travaillé sur Bruxelles et on espère qu'il continuera. Donc je ne citerai pas tous ses projets, mais on en parlera avec lui. Alors d'abord, on a tenté de faire quelques définitions de la ville pas chiante. Alors, je cite quelques personnes. Donc Jean-Fré Baudier, la ville pas chiante raconte une histoire selon un fil conducteur qui la rend lisible. Jacqueline Hosty, ici présente, dit « Elle convoque un imaginaire partagé qui construit la base de dialogue indispensable, provoque des accidents, sujet sur lequel on va revenir, échappant à toute logique fermée. » Et Bernard Eichen nous dit « Cela impose d'anticiper le palimpseste, cette ville qui se fait par couche, pour faire du lien un lieu. » Expression très subtile. Et Annemie de Poit, qui a également travaillé sur l'île de Nantes, dit « La ville patiente est permissive, elle accepte une esthétique moins convenue. » Et pour Alexandre Chemetov, elle est patiente. Éric Bazard, président du club, dit, parce qu'il a souvent fait équipe avec Alexandre Chemetov, il continue à le faire sur la COP à Strasbourg, ce n'est pas le programme qui dicte la forme, mais la forme qui génère le programme. Et ça, c'est une des clés de la ville patiente. Donc parmi les valeurs et les pistes de travail que nous portons, elles sont écrites ici, on les a résumées. Fabriquer du palimpseste, de l'aléatoire, du non-fini, introduire des accidents dans la fabrique urbaine, introduire la petite échelle du projet, fabriquer des rez-de-chaussée vivants, diversifier les acteurs, accueillir des initiatives hétérogènes et complémentaires. Quelque part, j'ai dû rajouter ne plus faire la ville pour la voiture, c'est essentiel. Plaider l'importance du déjà là, réintroduire le travail dans la ville à nouveau productive, jouer avec l'urbanisme transitoire. Demain matin, nous présentons l'urbanisme transitoire, qui est un enfant du plateau Ville Patiente, développer la coproduction de la ville et soutenir les usages susceptibles de complexifier la production urbaine et créer du vivre ensemble. Et ça s'illustrera notamment tout à l'heure avec l'atelier que nous allons mener sur l'habitat participatif. Ah, j'ai été trop vite. Alors, sans présenter les projets, juste pour illustrer. Donc, c'est d'abord une ville évolutive. Une ville évolutive, nous le montrons ici, un projet qui est conduit par Youssef Tormé à Bordeaux et qui invente des volumes capables qui peuvent donc se développer et évoluer et s'adresser à des couches de population très différentes. Une ville qui pense les vides par le vide et par les rez-de-chaussée vivants. Alors ici, une opération sur laquelle travaille Jacqueline Hosty, qui est presque terminée maintenant, Batignolles, où justement François Greter a fait un travail absolument extraordinaire sur les rez-de-chaussée, en fabriquant du double niveau et en imaginant l'évolution et l'attribution possible de ces rez-de-chaussée pour qu'ils soient toujours vivants et que ce ne soit pas forcément du commerce, mais ça peut être des activités collectives importantes. C'est aussi une ville permissive. Alors l'idée de la ville permissive, évidemment, n'est pas du tout habituelle pour les aménageurs, ou même, je dirais, en France, elle ne l'est pas. On a découvert ça plus particulièrement aux Pays-Bas, où ça a été un levier extraordinaire de renouveau de l'urbanisme et bien sûr de l'introduction de l'urbanisme temporaire ou transitoire, dont on parlera demain, qu'on a évoqué ce matin dans les AMI, parce que le transitoire a été une chose très importante qui s'est confortée avec les appels à manifestation d'intérêt. C'est également une ville productive. Alors une ville productive, on dit beaucoup de choses dans la ville productive, mais nous entendons vraiment le retour du travail en ville. Et c'est illustré par Bruxelles avec le projet sur le canal où on tente de garder les activités industrielles, y compris les petites choses, les petits emplois, parce que la ville productive, c'est pas que des start-up, c'est aussi des emplois manuels qu'il faut savoir accueillir dans cette ville, dans la ville productive. Alors, la ville patiente, c'est une ville aussi où l'accident est une richesse. Et ici, nous montrons Holzmark à Berlin, qui est un atelier projet urbain, un livre qu'on a fait avec Antoine Petitjean, où c'est introduire quelque chose de très différent de la fabrique urbaine habituelle. Ceci relève à la fois du transitoire et d'une expérimentation menée par une coopérative. Mais l'accident peut venir aussi de petites échelles, de variations dans le tissu qui sont importantes. Et j'insiste sur le fait que le calme est une valeur et la règle est dépassable. Et c'est illustré par l'île de Nantes façon Alexandre Chemetov, où on voit que même la promenade avec les cerceaux donc de Buren, parfois est vide, et pourtant elle n'est pas chiante. C'est un lieu de calme, d'évasion, et on montre aussi comment
donc en gardant ces usines, sans savoir ce qu'on va mettre là-dedans, un beau jour, Royal de Luxe a été accueilli, et c'est aussi un lieu où la règle n'était pas imposée au départ. Donc la règle doit être dépassable. La ville pas chiante, bien sûr, la voiture n'est pas reine. Et je montre ici dans ce qui se passe à Copenhague, où finalement on a un plateau unique, où tout le monde circule, ou à New York, où on a regagné des espaces sur tout ce qui était possible pour la voiture, enfin, qui n'était pas nécessaire à la voiture et qui est devenu d'usage public. Alors, c'est aussi une ville qui joue des temporalités sans perdre de vue le long terme, sans raconter. Je dirais qu'il s'agit d'un projet mené par Base à Lyon sur... au secours, la Porte des Alpes, avec donc des jeux de rôle, des jeux pour jouer entre les différents programmes qu'on attribue au fur et à mesure et dans une très longue durée. Alors, c'est aussi une ville qui combine le grand et le petit dans les investissements, les programmes, les formes urbaines, et c'est illustré par l'habitat participatif à Berlin, qui a été un levier incroyable de production de nouvelles formes, de rez-de-chaussée vivants et de programmes totalement différents qui créent de la cohésion sociale en particulier. Le petit dans le grand, sans le raconter, je dirais qu'il s'agit d'un projet d'Annemie de Poit à Saclay, où elle crée de la diversité dans la fabrique urbaine, de la diversité dans les parcelles, elle crée des petites parcelles et des diversités dans la volumétrie. Donc c'est un essai qui est en cours et qui est, vous imaginez, à la totale opposée des macrolots que nous produisons aujourd'hui. Alors, pour terminer ma présentation, il faut insister sur le fait que la ville n'est pas finie, qu'il ne faut pas partir de l'idée qu'une fois que l'aménageur est parti, on a fini. Bien au contraire. Puisqu'il faut laisser à la ville le temps de se constituer et d'évoluer. L'évolutivité est une des données fondamentales de la ville. Pas chiant. Ce que nous aimons dans les villes, c'est qu'elles changent tout le temps et que c'est possible. Or, nous fabriquons aujourd'hui des choses qui sont très proches des grands ensembles qui peut-être ne pourront pas évoluer. Donc voici un peu le résumé d'un travail de 3 ans, très rapidement, qui vous met en condition pour prendre le relais et vous exprimer. D'abord, donc Jacqueline Hosty, qui a la charge lourde de parler du vivant et de parler du paysage qui vient enrichir la ville. Tu veux rester là-bas ou ici? Comme tu veux. Je peux passer les images si tu veux. Alors ça marche. J'appuie devant sur la flèche. Je te remercie. Ok, bonsoir. Donc c'est difficile de commencer, mais je me suis posé donc la question, c'est de dire quel est le rôle du paysage et du vivant et pour donner sens et force au projet urbain. Et je me suis interrogée à travers les différentes expériences et les différents projets sur lesquels j'ai travaillé. On a commencé par l'espace public et ces dernières années sur les projets urbains. Quel pouvait être dans la pratique du paysagisme, qu'est-ce qui pouvait être transposable à l'urbanisme. Alors, la pratique du paysagiste part du vide et du dessin des espaces publics qui s'étend des rez-de-chaussée aux interfaces aux bâtiments et jusqu'à l'horizon. Nous travaillons, le fait de travailler sur différents paysages, on a l'occasion de croiser une grande diversité d'espaces ouverts dans des contextes extrêmement différents. Donc on travaille du petit au grand, dont on parle beaucoup. On relie le proche et le lointain dans nos projets, et le passé au présent. Alors d'abord, le paysagiste était jardinier et concevait la proximité des espèces végétales en pensant à la coexistence du vivant dans un espace fini et par une succession, en montant une succession d'ambiances. Dans le projet urbain, ce n'est plus la proximité des végétaux, où elle n'arrive pas en premier, qui travaille, mais bien sur la proximité des fonctions, des usages et des ambiances. Et
il développe particulièrement une attention particulière pour l'ajustement des espaces entre eux. L'idée du collage implique une grande quantité d'ajustements qui font souvent la qualité des villes. Ça permet d'organiser ces fonctions, de la mitoyenneté, d'introduire des usages, qui est une notion indispensable de cette approche et de relier le public au privé. Le vivant est la matière première du paysagiste. C'est une ressource, elle est inépuisable, le monde végétal est extrêmement étendu et offre peut-être une liberté d'agir beaucoup plus grande, conduite souvent par une pensée organique. Ce qui se joue à cette échelle infime du vivant, dans le travail fertile du sol, se joue aussi à plus grande échelle dans un rapport entre terre et ciel. Et ce constant va-et-vient entre les différentes échelles amène à la compréhension de la transversalité du territoire. Les structures primaires que sont la géologie, l'hydrologie, les structures végétales, constituent en fait, pour chaque projet, un héritage en mouvement qu'il s'agit de comprendre avant de transformer en futurs projets ces différents sites, dans des sites en évolution constante. Les sols ont une histoire et peuvent guider aussi à d'autres organisations des territoires, une autre conception urbaine différente et cohérente, qui commence avec l'espace ouvert. On a des exemples comme ici à Boston avec Olmsted, qui a dessiné le collier d'émeraude, qui est toute une succession de promenades à travers la ville qui relie les rivières et les parcs entre eux. Celle de Haussmann, avec tous ces enchaînements d'espaces publics dans la ville, dans Paris, avec à toutes les échelles, les squares, les promenades, les parcs, les bois, en font toute une continuité qui permet d'asseoir les différents projets. Et pourtant, on a une organisation rigoureuse, mais néanmoins, c'est toute cette continuité, ces différents accidents qui constituent tout un paysage, une trame, une structure sur laquelle la ville peut se bâtit et surtout évolue. Alors l'autre qualité du paysage est celle de provoquer des accidents. On a le relief, des arbres, des rivières, et d'échapper à ce principe de système. Alors, au fur et à mesure, selon les projets, le contexte nous donne, on est face au contexte de chaque projet, on peut se poser, la question n'est pas la même. Chaque territoire a ses spécificités qui ont des conséquences plus ou moins grandes sur la structuration du projet urbain et qui peuvent qualifier plus ou moins l'esprit des lieux sur lesquels on projette un aménagement. À travers ici l'expérience que j'ai croisée de deux expériences menées sur des parcs. Un parc à Amiens que je qualifierais de naturellement urbain, et il est totalement immergé dans la vallée de la Somme, dans la continuité des ortillonnages. Et puis l'autre parc qui sera Clichy-Batignolles, qui est un parc artificiellement naturel, on verra pourquoi. Alors, le parc Saint-Pierre lui-même s'inscrit effectivement dans une dimension géographique extrêmement forte, s'inscrit dans cette continuité des ortillonnages, il est au cœur de la ville d'Amiens, du tissu urbain. Et en fait, c'est un paysage qui est très fort, on est toujours entre terre et eau, et c'est le croisement de cette dimension géographique, celle de l'eau, celle de l'hydrologie, et celle de la ville, avec ses trames urbaines et ses repères urbains, qui vont constituer le cœur de ce parc, qui est le cœur aussi de la ville d'Amiens. À Clichy-Batignolles, c'est une autre histoire. C'est d'abord un terrain où la ville dense a gommé un peu les éléments de lecture de ce paysage géographique. Pourtant, il y en a une pente qui descend vers la Seine, mais néanmoins, elle est beaucoup moins perceptible. Et donc, c'est toute la fabrication d'un parc
qui va être au cœur d'un quartier, qui va être le point de démarrage de ce grand programme de 3500 logements sur 40 hectares avec... Ah, il y a un problème de... Non, je vais être embêtée. Il y a quelqu'un qui peut m'aider là-dessus? Est-ce que le technicien peut nous aider? Ouais, je vais essayer. Ça va être difficile. Mais bon, donc le parc de Clichy-Batignolles est au cœur de ce quartier de 3500 logements, programme de 3500 logements sur 40 hectares. Il est au cœur de ce quartier et autour duquel va se greffer tout le tissu urbain. Il s'inscrit dans la prolongation de la trame urbaine, mais c'est autour de lui que va se greffer. Pourquoi? Parce qu'il a été le pionnier de cet aménagement, de ce grand aménagement urbain dans le 17e arrondissement à Paris. Et il va donner des directions, au fond, sur lesquelles tous les projets d'architecture qui vont se greffer tout autour, il va donner des directions sur lesquelles vont se greffer peut-être, par exemple, comme la TGI de Piano qui s'est greffée sur la grande direction de la diagonale qu'on avait posée là comme un tracé pour relier le square des Batignolles à la banlieue, qui se produit, vous voyez l'axe qui se poursuit. Et ce parc est au cœur, on a commencé par le parc, et puis ensuite est venue la réflexion autour des différents programmes d'architecture qu'on bâtit autour de ce projet. L'occasion, c'était aussi une manière particulière de concevoir ce quartier, puisqu'il y a eu de nombreux workshops qui ont croisé les différentes compétences des maîtres d'œuvre, mais aussi les porteurs de projets, les services de la ville. Et ce travail a été assez fertile dans la mesure où il organisait chaque projet se construisait en regardant qu'est-ce qui se passait à côté, dans une politesse réciproque, et au fond, ce qui a permis de monter progressivement ce quartier en commun tout autour de ce parc dont on peut percevoir la ville, à partir duquel on peut percevoir la ville. L'île de Nantes, c'est dont on parlait tout à l'heure, projet qui est mené donc avec Claire Shorter, urbaniste, avec la Samoa, est un projet particulier dans le sens que d'abord, on s'inscrivait dans la suite de deux équipes précédentes, Alexandre Chemetov et puis UAPS, chacun ayant développé des approches particulières. Je ne vais pas trop les détailler. Et donc là, par contre, on partait d'un tissu, on partait d'une page blanche. Cette troisième phase est une histoire particulière puisque c'est une page blanche d'un territoire du mine qui va être démoli. Et donc, comment faire la ville pas générique, pas chiante, à partir de quoi on parle? Alors, on est retourné, notre réponse, après les différentes réponses qui avaient été apportées par les autres équipes, acupuncture urbaine, travail sur l'espace public, de faire avec le déjà là, de développer le centre comme un métacentre, une extension du centre-ville de Nantes. Ici, on s'est réappuyer sur le territoire, sur l'histoire géographique qui est la Loire, avec ce paysage bien particulier fait d'infiltration d'eau, de terre, et qui avait déjà façonné l'île dans des premiers temps, même dans cette phase des démarrages de phase industrielle. Et donc on l'a repris ici dans une forme qu'on a la figure paysagère et qui amplifie. On a décliné un système de parcs, entre autres, qui vient s'infiltrer comme ces boires de Loire qui s'infiltrent entre les îles pour définir une nouvelle structure autour desquelles se greffent vont se construire les futurs quartiers. Donc c'est une forme, et du coup ça nous donnait l'opportunité, non pas au lieu de faire un seul parc central, comme c'est le cas de Clichy-Batignolles, ici c'est une infiltration de parcs autour duquel se bâtit la ville et qui démultiplie l'opportunité d'habiter auprès d'un parc et de lieux de nature différents.
Pour construire progressivement après cette grande structure qui vient marquer et qui traverse l'île de part en part, donc on a réfléchi avec Claire, avec la Samoa, on travaille actuellement sur les premiers îlots du quartier de la République. Et avec Claire, qui est dans la salle, on partageait quelque chose qui nous a beaucoup touché dans l'île de Nantes, c'est sa diversité. C'est une ville extrêmement vivante. On a réfléchi à quoi ça tenait. Ça tenait à ces échelles différentes, ce contraste d'échelles entre ce qui est de l'ordre du métropolitain, avec des grands équipements, mais aussi ce qui est l'ordre de la rue, d'habiter, des petites maisons, des grandes, du vieux, du neuf, des différentes matérialités, la manière de travailler aussi différente dans des petits endroits ou dans des grands sièges. Les usages aussi, où on a des grands espaces disponibles pour des festivités au niveau de la métropole, mais aussi des choses qui se passent dans les rues, au pied des immeubles, dans une espèce de rapport de voisinage où tout ce contraste et ce télescopage des échelles fait la qualité particulière de l'île de Nantes. Il y a aussi les différentes opérations, mais Claire demain présente ce projet et elle le détaillera de manière plus détaillée. Alors, ce qui nous semblait aussi dans cette juxtaposition d'espace, il y a aussi comment faire ces nouveaux programmes, la juxtaposition aussi des modes opératoires, des acteurs est importante. Donc comment on peut attirer des grands porteurs de projets, mais aussi des petits, pour fabriquer des îlots où on peut retrouver toutes ces échelles, toutes ces infiltrations, à tous les niveaux, que ça soit bâti, que ça soit des espaces publics, et dans un rapport partagé, comme ici, par exemple, l'image de ce premier îlot qui va faire bientôt avoir ses premiers architectes et développement. Donc, on passe effectivement de la plainte, on travaille à toutes les échelles, de la plainte au pied des immeubles, aux venelles, aux promenades, au parc de proximité, au parc métropolitain qui vient chercher l'immensité de cette rivière, de ce fleuve, et de mettre effectivement dans des espaces partagés, de garder tout ce rapport d'échelle du plus petit au plus grand, vers cette grande immensité qu'on peut contempler au bout de la pointe de l'île. Et je terminerai ici par une anecdote qui concerne un travail qu'a fait Alexandre sur le dessin de ce canal. Alors il y a plusieurs images où on voit une éolienne, ce canal, des passerelles, dans un univers bâti assez dense. Ici, un prochain projet, et puis un jour je passe en vélo devant cet espace, il y avait pas mal de personnes au pied des platanes que vous voyez là, et il était question d'abattre les platanes pour laisser place à un nouveau projet dessiné par Xavier de Guetter. Grand projet, intéressant. Néanmoins, je pense que la constitution de ces paysages, de garder cet accident, que je pense qu'Alexandre a su dessiner, détourner son canal pour préserver ses arbres. Pourquoi ici ne pas les préserver? Donc c'était un travail, on a un déçu. Voilà, c'est un peu l'arbre, c'est pas l'arbre qui cache la forêt, mais aussi l'urbanisme et la qualité des espaces tient à ces détails, parfois, du grand au petit. Et je m'arrêterai là. Merci Jacqueline. Avant de passer à Philippe, juste quelques remarques. Donc les clés de la ville pas chiante, c'est garder l'existant, c'est travailler avec les accidents du paysage, c'est proposer la contemplation, proposer des parcours, voir l'horizon. C'est aussi la diversité. C'est la diversité par la taille des parcelles, par les modes opératoires, mais on y reviendra sûrement dans le débat sur les modes opératoires, et c'est la perméabilité. Est-ce que j'ai bien compris? J'espère. Est-ce qu'il y a d'autres définitions pour toi, en tant que conceptrice, pour tenter de faire une ville stimulante, qui intéresse l'habitant? On fait ces espaces-là pour accueillir différents usages, mais aussi bien
des espaces c'est de multiplier les espaces pour que l'appropriation de ces espaces soit possible à différents niveaux, que ce soit des espaces calmes, des espaces ouverts et des espaces festifs. Je pense qu'on essaye et que ce qui se passe au niveau de l'espace ouvert, c'est aussi ce qu'on aimerait retrouver dans l'espace bâti, dans l'assemblage de ces îlots. Et voilà, je pense que l'espace, pour un paysagiste qui développe tous ces grands, qui pense, enfin, il y a toujours le rapport de ce petit au grand constant avec la même. Je pense que cet espace ouvert doit être dessiné avec autant de qualité qu'on dessine les bâtiments d'architecture, et au fond, de donner cette place, l'ajustement, les gabarits de ces espaces publics me semble assez important pour trouver l'équilibre et permettre à ces usages aussi et ambiance de prendre place. Merci Jacqueline. Et on pourrait peut-être, mais peut-être dans le débat, on pourra peut-être l'évoquer, mais l'île de Nantes, c'est un laboratoire et il y a aussi des interventions sur les maîtres d'usage, notamment Stéphane Juguet qui fait un travail magnifique avec les habitants sur les parties de l'île qui sont déjà habitées, mais peut-être qu'on verra tout à l'heure sur les modes opératoires. Et maintenant, on va aller voyager à Bruxelles, très loin, dans le nord. Philippe. D'abord, merci de m'avoir invité ici. En plus, vous devez savoir que pour un maire ancien rugbyman, être invité à Toulouse, c'est un moment important, surtout cette année. Alors évidemment, quand Ariella m'a appelé en me disant « voilà, j'ai un thème, on ne s'attend pas à ça dans un colloque d'urbanisme sur les villes pas chiantes », alors il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'une ville chiante. Alors une ville chiante, ça peut être une ville où il ne se passe rien. Une ville chiante, ça peut être une ville où il se passe trop de choses. D'abord, c'est la première chose qu'il faut se dire. Et Bruxelles, là-dedans, c'est une ville qui n'a pas décidé pendant longtemps ce qu'elle voulait devenir. Bruxelles, a été connue dans le monde, en tout cas dans le monde de l'urbanisme, dans le monde de l'architecture, avec sa bruxellisation, c'est-à-dire cette façon d'aligner des fonctions urbaines sans trop de cohérence, de céder dans le fond au marché de la promotion sans trop de régulation. C'était une capitale qui était gérée non pas par ses habitants, mais par un pouvoir central qui l'avait destinée à être une ville d'usage. C'est encore d'ailleurs une ville où aujourd'hui, donc Bruxelles, c'est 1 200 000 habitants, et bien 400 000 personnes par jour, ce qui est normal pour une capitale, mais rentrent tous les jours pour venir y travailler, dont 235 000 seuls dans leur voiture. Alors, Bruxelles devient une ville internationale sans trop l'assumer. C'est une ville qui... Oui, les images sont un peu générales, mais... C'est une ville qui n'assume pas d'être une ville internationale. Elle devient capitale de l'OTAN parce que le général de Gaulle décide de quitter l'OTAN et qu'il faut vite trouver des casernes et qu'on les trouve tout à fait dans le nord, près de l'aéroport. Elle devient capitale européenne à petits pas, sans trop se faire remarquer. Au fur et à mesure, le quartier européen, qui est d'ailleurs un formidable échec, dans lequel on est plutôt en reconquête urbaine, où on essaie de regagner une cohérence, mais au départ... Il y a un urbaniste, un écrivain qui a écrit en disant « on a l'impression d'avoir une succession de bureaux de conseil d'administration ». C'est vrai que le quartier européen, il n'a pas une identité très très forte. Les gens ont une logique de concentrer les institutions et après trouvent que le quartier est chiant parce qu'il ne s'y passe rien, à part ce qu'ils y font pendant le travail. Et puis arrivent les années 2000, où là... Voilà, on se dit, tiens, mais dans le fond, on a un problème à Bruxelles. On est une ville qui produit énormément de richesses, une des villes les plus riches d'Europe, mais qui est habitée par une population assez pauvre. C'est-à-dire que le modèle que vous pouvez connaître en France, mais il est exactement l'inverse en Belgique, puisque nous, nos banlieues sont dans la ville. Donc nos populations les plus paupérisées habitent dans la ville, et plus vous reculez du centre, plus vous allez vers les territoires périurbains, plus vous êtes dans des quartiers extrêmement riches ou en tout cas qui ont une classe moyenne plus que supérieure. C'est intéressant, pour vous donner un exemple, l'arrondissement de Molenbeek, connu malheureusement avec les attentats que nous avons subis en France et à Bruxelles, c'est un quartier qui est à 1 kilomètre à peine de la Grand Place. Donc vous voyez la façon dont c'est cet hypercentre. Et donc on doit à un moment donné se demander ce qu'on est, et il y a une jeune start-up mondiale qui se lance sur le tourisme en 2004-2005, je pense, et qui décide de coter les villes en demandant
début des utilisateurs. Cette jeune start-up devenue très connue s'appelle TripAdvisor. Et elle classe Bruxelles comme boring cities, la ville ennuyeuse. Là, évidemment, moi, à l'époque, je suis directeur de cabinet du maire de l'époque, et je dis ça, c'est quand même pas une bonne nouvelle. Surtout qu'on avait décidé de miser sur le tourisme, de dire, mais tiens, il faut qu'on essaie d'attirer les gens, on est quand même un peu mal parti. Et on se demande pourquoi. Et en fait, c'est évidemment l'image non assumée de ville internationale et le côté de ne pas se montrer. Alors la première règle, je pense, quand on gère une ville, c'est d'avoir de l'humilité. Il ne faut pas avoir une ville prétentieuse, mais il ne faut pas être modeste. Une vraie différence par rapport à ça. Il faut une ambition, il faut réinstaller un tragique, il faut montrer une destination et une utopie. Et donc on a décidé de travailler sur ce côté international. Ça date de 2007-2008. C'est la première fois qu'il y a un plan de développement international qui est développé et qui décide de dire, ben oui, on est une des villes les plus internationales du monde. Parce qu'aujourd'hui, on l'a découvert d'ailleurs même par hasard, c'était même pas nos démographes qui nous l'ont renseigné, on est la ville la plus cosmopolite du monde, juste après Dubaï. 184 nationalités. On est évidemment le siège de la Commission, du Conseil. On partage avec Strasbourg le siège du Parlement. On a le siège de l'OTAN. On a le siège de 2000 organisations internationales, 1000 journalistes de presse permanents, 15 000 lobbyistes, près de 75 000 fonctionnaires internationaux. Donc vous le voyez, une ville qui bouillonne. Avec en plus un fait remarquable, c'est que la plupart des fonctionnaires internationaux, 2/3 d'entre eux en tout cas, à la retraite, restent à Bruxelles. Donc ils ont sans doute une résidence dans leur pays d'origine, mais il y a donc quand même un cadre de vie qui leur convient, ils ont envie de rester. Mais en même temps, je vous parlais de ce problème de paupérisation de Bruxelles, du fait que nous perdons dans les années 90 et dans le début des années 2000 notre classe moyenne contributive. Et il ne faut pas avoir fait des longues études d'économie et relire tout Keynes pour savoir qu'évidemment, si on perd sa classe moyenne contributive, on n'a plus les moyens d'équiper sa ville. Et donc on réfléchit à ça, à trouver cet équilibre urbain entre cette fonction internationale et cette fonction de proximité. Parce que la clé, Ariel l'a dit, sur laquelle on a fait nos dernières élections municipales, c'est de dire on va travailler sur la ville à 10 minutes à pied. Alors c'est un plan assez ambitieux qui veut d'abord faire exploser les centres. Vous savez que les villes sont construites d'habitude avec un centre, eh bien c'est fini, il faut oublier d'avoir un seul centre dans une ville, il faut des centres. Il faut des endroits où les gens peuvent se retrouver et il faut surtout à côté d'eux, notre pari c'est de dire, si vous avez à côté de chez vous une crèche, une école, un centre sportif, un centre culturel, des commerces de proximité, du transport en commun, des espaces verts, vous aurez tendance à choisir de vivre en ville dans un cadre redéfini, plutôt que de partir en banlieue et où vous mettrez, parce qu'il n'y a rien à faire, l'activité productive, qu'elle soit de service d'ailleurs ou pas, sera quand même dans les villes de plus en plus, eh bien, plutôt que de prendre vos transports par rapport à ça, vous préférez habiter en ville. Et c'est en train de marcher. On a un vrai boom démographique sur la population qui vient habiter, et les premiers qui ont cru dans ce projet, ce sont les expatriés. Assez bizarrement, le retour de classe moyenne plus favorisée, c'est les fonctionnaires européens ou internationaux ou d'ambassade qui ont décidé de réinvestir le centre. Alors, dans le même temps où on faisait ça, ces équipements, on a décidé de développer des attractions événementielles. Comme beaucoup de villes, on s'est dit, mais tiens, il faut animer la ville, il faut donner envie. L'image que vous avez là, c'est à côté de la Grand Place, c'est le marché de Noël. Alors c'est un concept assez simple, simplement nous on l'a décliné par un long parcours d'1,5 km qui permet, pendant tout le mois de décembre, d'animer la ville, mais aussi d'avoir une fonction économique importante, puisque aujourd'hui, c'est plus de 2 millions de visiteurs sur tout le mois de décembre qui viennent, en remplissant complètement le secteur hôtelier, qui représente aujourd'hui environ 45 000 emplois pour la région bruxelloise. Et donc, la ville, c'est tout le temps des chocs. C'est de gérer ces chocs et de pouvoir trouver, à la fois d'avoir l'humilité de savoir que on ne peut pas tout contrôler, et tant mieux. Moi, je crois beaucoup aux fonctions organiques des villes. Je ne pense pas que ni le pouvoir public, ni le monde de l'entreprise peut réglementer tout. Il y a des prises de pouvoir, des prises de possession de territoire qui existent dans des villes, et c'est ce qui fait qu'elles ne sont pas chiantes. C'est parce qu'on ne peut pas tout prédestiner. J'aimais d'ailleurs bien la dernière phrase qui était dite sur le fait que les villes ne sont jamais finies, parce que j'ai souvent... Une des principales critiques des citoyens par rapport aux autorités publiques, c'est « Monsieur le maire, quand est-ce que ce sera fini avec ces chantiers ?» Et chaque fois, je réponds « Jamais. Ce ne sera jamais fini avec les chantiers. Le jour où il n'y a plus de chantier, c'est que la ville est morte. Après, c'est la gestion des chantiers qui est un problème. Mais chaque fois, ces accidents urbains sont ce qui crée la dynamique urbaine. Et aujourd'hui, là, vous avez l'image du canal industriel qui est aujourd'hui devenu
the place to be. Alors que c'était un quartier, il y a 15 ans, complètement délaissé, qui était une cicatrice urbaine qui coupe Bruxelles en deux, entre le nord et le sud, parce que selon que vous êtes habitant du nord de Bruxelles, vous ne fréquentez pas les gens du sud de Bruxelles. Et aujourd'hui, on a vu se réinvestir tout ce quartier-là, à travers des politiques événementielles, mais aussi des politiques d'habitat, des politiques de commerce, des politiques d'industrie, et des politiques qui rythmaient, en fait, le passage d'un quartier à un autre. Parce que c'est aussi une des choses que je trouve importante pour ne pas créer pour que la ville ne soit pas chiante. J'aime bien une formule d'un de vos urbanistes qui est Philippe Estèbe. Je ne sais pas si ça veut dire Estèbe ou Estébé, je ne sais pas comment on prononce. Mais il dit, notre boulot, c'est de créer des quartiers qui sont des quartiers sas et pas des quartiers nas. Parfois, quand on construit des quartiers, on a un peu la tendance à faire l'espèce de quartier idéal où on modéliserait tout et où les gens resteraient entre eux. Évidemment, c'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut donner une porosité en même temps à ces quartiers. Il faut avoir l'envie de les franchir et vraiment donner ce côté sas et pas ce côté nas. Ça aussi, c'est le boulot que l'on peut faire à travers le développement urbain que nous sommes en train de faire à Bruxelles. C'est en permanence le fait de pouvoir changer, de pouvoir bouger et de pouvoir créer ces différents passages. C'est la force d'ailleurs de Bruxelles, c'est cette mixité. Dans le fond, on doit à la fois densifier le territoire, il est extrêmement rare à Bruxelles pour des raisons institutionnelles que je ne vais pas vous expliquer, parce que si je commence à vous expliquer l'institutionnel belge, je pense que vous allez fuir. Mais en fait, vous prenez le modèle français, on est l'inverse. Voilà, comme ça vous avez. Mais au-delà de cela, on a cette mixité inclusive que nous devons créer, et nous devons créer une diversité. Je crois que c'est à ce prix-là que l'on crée des villes qui ne sont pas chiantes. Et la force aujourd'hui de Bruxelles, je vous l'ai dit, c'est à la fois son giron international et son giron de proximité. C'est à travers le giron international de n'être fermé à aucune culture. Aucune culture urbaine, aucune culture d'architecture, aucune culture de développement. C'est ce qui doit lui permettre de se développer. Il y a un ADN bruxellois qui est aujourd'hui le fait d'être international dans sa population. Encore un petit chiffre pour quand même vous rendre compte de ce que nous représentons. 35% de la population de Bruxelles n'a pas de nationalité belge. Dans ces 35%, 82% sont des Européens. Je pense que la seule ville en Europe qui dépasse ça, c'est Genève. J'en parlais avec le maire de Genève. Lui, c'est 40% de personnes qui n'ont pas le passeport suisse. Eh bien, c'est une vraie chance aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose qui donne une dynamique urbaine assez forte, où les gens ont de plus en plus envie de s'intéresser à leur ville et ont de plus en plus envie de la faire bouger. Alors, pour terminer, et pour ne pas être plus long, pour évidemment pouvoir laisser la place au débat, les grandes clés, pour moi comme maire par rapport à ça, c'est à la fois de savoir d'où on vient, mais de fixer une utopie. Et ça, je pense que les urbanistes et les architectes doivent, à un moment donné, bousculer aussi l'ordre établi par rapport à cela. Et avoir aussi cette modestie, comme je le disais, donc une humilité, mais qui n'est pas une modestie, de dire aussi qu'on ne peut pas tout contrôler. Je l'ai déjà dit, cette fonction organique des villes. Je pense que c'est à ce prix que l'on crée des villes pas chiantes. Parce que, je parlais de l'animation urbaine, vous le voyez avec des villes comme Barcelone ou Berlin, aujourd'hui qui ont tout misé sur le tourisme, qui ont aujourd'hui un vrai rejet de la population sur la ville chiante pour un Barcelonais ou un Berlinois. C'est la ville, en fait, où il y a trop d'animation. C'est pas la ville où on s'embête. Donc c'est vous dire que cet équilibre urbain, et alors en même temps la ville qui n'est faite que d'équilibre, c'est aussi une ville chiante. Et donc il n'y a pas de formule, il n'y a pas de clé magique, il n'y a pas de formule magique par rapport à ça. Les villes, contrairement à ce qu'on croit, ne se ressemblent pas. On étudie des modèles ensemble, on participe à des colloques, on rencontre en effet de plus en plus les architectes, les urbanistes voyagent de lieu en lieu, mais on n'achète pas une marque. On ne devient pas une ville comme ça, complètement artificielle, ou en tout cas on risque complètement de passer à côté. Et donc, voilà, construire une ville reste une épreuve, reste un choc, elle doit le rester, mais elle doit aussi rester quelque chose qui est un rejet d'un ordre présélectionné ou d'un ordre prédestiné. Voilà pourquoi je pense qu'il faut continuer à bousculer les périmètres urbains, continuer à bousculer les ordres établis et continuer à réfléchir en effet à ce mieux vivre ensemble qui est dans le fond cette clé que nous demandent de trouver les citoyens. Je vous remercie. On a perdu l'image. Donc de temps en temps, il y a quand même beaucoup de monde à Bruxelles quand on regarde cette image. Donc ça veut dire c'est comme Barcelone là. Alors là, c'est un vrai pari parce que donc moi D'ailleurs, l'image a disparu. Oui, l'image a disparu, mais en fait l'image c'était un festival urbain qui a lieu devant le Palais Royal.
Et donc, moi, je suis fan de musique rock, mais comme je ne sais pas jouer de musique, j'ai créé un festival, qui est celui-là, il y a 15 années avec des amis. Et donc, c'est aussi de montrer qu'on peut aller dans des lieux où les gens ne s'attendent pas. C'est le même endroit où a lieu le défilé national de l'armée et de la police. Donc, c'est devant le Palais Royal, et c'est un festival rock, voilà. Et donc, ça veut dire beaucoup d'ambition et beaucoup de modestie, c'est ça que j'entends. Beaucoup de modestie, d'humilité. Parce qu'il faut d'humilité. Oui, j'aime pas ce terme, mais bon, ça veut dire quoi, humilité? Mais c'est-à-dire que l'humilité, c'est par rapport à cette fonction organique. C'est que moi, je crois qu'il ne faut pas être modeste dans une ville. Quand je dis humilité, c'est que de temps en temps, il faut reconnaître qu'on n'a pas pu contrôler quelque chose et c'est pas grave. Et parfois, c'est bien. Parfois, c'est bien, parce que modestie, ça va pas. Moi, je suis pas maire pour être modeste, je suis pas élu par les gens pour me dire, écoutez, on va se cacher, on va plus être là. Non, on doit fixer en effet une ambition et montrer où on veut aller. Par contre, de temps en temps, on se trompe. De temps en temps, on n'a pas vu venir quelque chose, et de temps en temps, il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, mais en fait, vous vous trompez complètement, en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et donc, c'est pour ça, il faut être capable, en fait, l'humilité, je la mets comme une remise en cause, mais qui n'est pas non plus un immobilisme. Je crois qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de coproduction, mais on y est de plus en plus. On le fait avec les citoyens, c'est fini de calquer un projet, de le déposer quelque part et dire, voilà, on va décider ça comme ça, vous venez de parler d'une tour, là, qui en plus a peut-être un intérêt, mais peut-être que l'autre a aussi un intérêt. Où est-ce qu'on trouve l'algorithme positif par rapport à cette population? Et donc aujourd'hui, ces chocs urbains, ce qui est quand même très très intéressant, c'est combien la population s'en empare de plus en plus. Alors c'est pas facile à gérer parce que le pire ennemi du monde politique, c'est le temps. Donc c'est terrible. Avec les procédures qu'on a, vous les vivez tous les jours dans vos métiers, mais nous aussi. Hein, donc la moyenne entre la décision de faire un projet et sa conclusion, c'est 7 ans. Parce que voilà, il y a ces procédures qui sont là. Ben, ça, il faut apprendre à vivre avec, tenter de les raccourcir, mais de tracer la ligne commune en tout cas. Et petite chose dont je n'ai pas parlé, tu l'avais très bien dit, mais sur le tout à la voiture, nous on a décidé de ne pas rejeter la voiture. Parce qu'on a senti que ça allait être des chocs pas possibles. Mais il y a un principe qui vient de Flandre, je vais vous le traduire, je ne vais pas vous faire un cours de néerlandais, qui s'appelle le principe stop. C'est-à-dire qu'on a décidé de prioriser les choses. 1, les piétons. 2, les vélos. 3, le transport public. 4, la voiture personnelle. Ça veut dire qu'on ne rejette pas la voiture, mais elle n'est plus prioritaire. Elle n'est pas simplement dans l'espace partagé, elle est parfois... Il y a du chemin à faire à Bruxelles pour ça. Sauf qu'aujourd'hui, la voie, elle est complètement tracée. Ce qui est incroyable, c'est comme on est en train de rattraper ces 40 ans de tout à la voiture, où on crée des viaducs au 2e étage des maisons. On a créé ça à Bruxelles, 6 bandes de voitures pendant 2 kilomètres reliant une place à la basilique. Là où vous avez travaillé, M. Chemetov, on vous a montré sans doute ces images de cette basilique, et c'était hallucinant. Plus jamais personne n'oserait faire ça. Aujourd'hui, on fait tomber les viaducs, on arrête de construire des autoroutes urbaines, on met de plus en plus de transports en commun et on crée des places publiques et des zones piétonnes. Et vous continuez en Belgique à éclairer toutes les autoroutes? Alors, c'est quasi fini. C'est des territoires le plus éclairé du monde. Voilà. Non, mais c'est vrai qu'on avait... Là où il y a le plus d'autoroutes au monde et le plus éclairé du monde. Les deux choses qui tenaient fort à cœur aux Belges, c'est leur maison. On a une population d'énormes propriétaires. 70% des Belges sont propriétaires de leur maison, ce qui n'est pas le cas à Bruxelles où c'est 40%. Et l'autre chose, c'est les voitures de société. On a un système salarial, on est très fort taxé sur le salaire, mais il y a un package salarial qui fait que vous recevez, vous n'avez pas de taxe dessus ou quasi pas, une voiture. C'est pour ça que les Belges ont très vite des grosses voitures. Et c'est en train de changer aussi. On a de plus en plus les moins de 30 ans, c'est plus leur priorité d'avoir une voiture. En tout cas, ceux qui vivent en ville, certainement pas. Bien, on va laisser un peu Bruxelles de côté pour le débat, parce que je pense que ça va susciter pas mal de réactions, parce que c'est vraiment une ville très stimulante, avec en même temps des... Vous êtes tous comme ça, les Belges. Vous êtes en même temps très humbles et très ambitieux et très drôles. Et vous êtes le pays quand même du surréalisme. Donc il y a une chose et son contraire, ce qui fait que ça m'étonne que vous ayez été classé comme ville très ennuyeuse. Hein. Mais bon. On est les derniers punks d'Europe. Alexandre. Donc pour nous, Alexandre Chemetov était très important dans ce débat à cause aussi de tout ce qu'il a inventé sur voilà, comment on fait la ville autrement, comment on fait la ville avec le déjà là et comment on invente autre chose dans le programme urbain. Peut-être quelques réactions sur le lien avec notre sujet de la ville pas chiante. Est-ce que tu te reconnais? Non, ce que ça m'inspire, c'est que ce matin, il était question du rapport entre la ville et la campagne. Et je pense que quand on aborde la question de la ville, il y a une chose qui me trouble un peu, c'est l'absence de la campagne.
Et ce matin, on a parlé de cette solidarité nécessaire des villes et des campagnes. Alors ça nous éloigne peut-être un peu de Bruxelles, ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour parler des villes, je pense qu'il faut peut-être parler du territoire dans son ensemble. Il était question du périurbain ce matin, et je me faisais la remarque suivante, c'est que quand on regarde la ville depuis le centre, il y a le centre, les faubourgs, la périphérie et le périurbain. En revanche, quand on se place dans la campagne, il y a juste la ville. Et il y a la ville qui est plus ou moins moche, plus ou moins belle, plus ou moins attirante, plus ou moins chiante, comme tu le dis. Mais il y a la ville tout court. Et donc, de qualifier de périurbain ce qui serait au-delà de nos centres, c'est une façon de considérer que ça ne serait plus tout à fait la ville. Or, c'est la ville. Et si je suis dans la campagne et je regarde la ville, il y a juste la ville. Et c'est juste la ville. Et en quoi c'est la ville? C'est que ça n'est plus la campagne. Et cette différence-là, qui paraissait révolue, elle ne l'est pas. Et à ce moment-là, on se dit, mais qu'est-ce qui... Et c'est le sujet qui m'intéresse en ce moment, mais qui a à voir avec cette question de la ville patiente, c'est que c'est la campagne qui nourrit la ville. Et qu'est-ce qu'on prête comme qualité à la campagne? D'avoir des terres qui sont des terres de bonne qualité, mais qui ont aussi un rapport avec ce qu'on cultive. C'est-à-dire que si on boit du vin, on est sensible à la diversité des territoires sur lesquels il est cultivé. Et par exemple, le président du club Ville et Aménagement est un amateur de vin. Et donc, souvent, je lui pose la question à Éric Bazard de savoir quel rapport il fait entre son rôle comme président du club et comme amateur de territoire ou de terroir. Et vous voyez, là, il y a une question que je trouve très intéressante et qui a à voir avec la ville chiante ou pas chiante. C'est qu'en fait, c'est une question de goût. C'est-à-dire, ça a à voir avec la culture, si vous voulez. C'est que pour apprécier le vin, le fromage, le pain, la viande, etc., il faut connaître les conditions de la culture, dans quel pays c'est cultivé, comment c'est vinifié, comment le fromage est formé, etc. Et on reconnaît, au fond, le goût à une provenance territoriale. Et on voit que l'infinité, les petites différences entre les choses forment un goût qui devient une qualité et qui fonde voilà, une culture, une expertise, etc. Et pour la ville, alors on aimerait on perd cette notion un peu, me semble-t-il, ou plus exactement, on aurait envie de la retrouver. C'est-à-dire son goût particulier. C'est exactement ce que vous disiez à propos de Bruxelles, me semble-t-il. C'est-à-dire que, en fait, c'est quelle qualité particulière trouverait-on à Bruxelles qu'on ne trouverait pas à Toulouse, et inversement, ou à Strasbourg. Et je pense que cette question, qui est une question qui n'est pas exactement la question de l'identité, mais qui est la question de la diversité des goûts, des saveurs et des possibilités de s'y retrouver. C'est pour ça que je disais ménager le territoire et non pas l'aménager, parce que ça veut dire l'aménager, ça veut dire que c'est une sorte d'injonction à nécessairement en faire quelque chose avant de le préserver, quoi. Et si on imagine qu'il est patrimonial dans ce sens-là, enfin qu'il est le bien commun, alors il faut déjà le ménager. Et puis, comme j'ai du mal à employer des termes, je ne sais pas si c'est punk ou pas punk, mais la ville patiente, au fond, je me dis que au fond, je préfère parler de l'art de la patience. Parce que j'aime bien penser que ce qui la rendrait intéressante, au fond, c'est qu'elle soit patiente, quitte à ce qu'elle joue avec le temps et les accélérations du temps. Alors j'ai préparé 2-3 images. Alors comment ça marche? Pointer, blank, next, voilà.
Ça, c'est juste l'endroit dans lequel je travaille. Alors, j'aime bien le montrer parce que il est à la fois singulier et un tout petit peu décalé. En tout cas, il y a un rapport, pour moi, entre l'endroit où... Ben voilà, ça ne marche plus. L'endroit... Voilà, merci. Ensuite, voilà, Strasbourg. Donc, on arrive sur la COP, là où Éric Bazard et la SPL s'occupent de ce territoire. Et je cherche la question de qu'est-ce qui est particulier à cet endroit. Alors on peut dire que tout ce qu'on voit sur cette image est banal, pourrait se trouver ailleurs. Et en même temps, c'est ce qui est singulier dans cet endroit, et c'est peut-être à partir de là qu'il faut travailler. On imagine quelque chose, mais le programme, par exemple, d'un lieu qui accueille des artistes, vient à partir de l'observation de l'image précédente. Et c'est en train d'être transformé, et d'une certaine façon, ce que l'on produit est inséparable de la première image qu'on voit. C'est pas quelque chose qu'on a inventé. Enfin, c'est l'invention d'un lieu qui existait déjà. C'est comme si l'existant avait plus de potentialité d'imaginaire que notre propre imagination à le transformer. C'est comme si on révélait quelque chose et que le programme, le projet, était une façon de montrer quelque chose, comme si c'était une manière de montrer par le projet quelque chose qui était déjà là, mais en même temps, qui aurait pu disparaître aussi bien. Et puis, quand on parle de la construction des changements, c'est quoi la différence entre faire de l'architecture, du paysage, de l'urbanisme, c'est quoi, au fond ? Est-ce qu'il y a des différences d'échelle? Est-ce qu'il y a des différences de temporalité? Est-ce que c'est des métiers qui n'ont rien à voir les uns avec les autres? Quand on fait des logements, est-ce qu'on s'occupe de paysage, d'identité? Ou est-ce que c'est simplement quand on s'occupe de la ville? Donc quand on construit avec Paris Habitat les logements à l'angle de la rue Bichat et de la rue du Faubourg du Temple, on se pose la question de l'appartenance de cette construction à un endroit de Paris particulier. Mais ça ne se traduit pas seulement dans une intention urbaine, mais dans la manière de le construire. Et pour moi, il n'y a pas de séparation à ce moment-là. Et ça a à voir avec l'identité, ça a à voir avec le lieu, mais ça a à voir avec des façons de construire, des détails. Ça a à voir avec une manière de composer avec la ville, là, la rue du Faubourg de Temple qui est à l'horizon de cette cour, à trouver quelque chose de particulièrement parisien dans une expression qui est une expression contemporaine. Mais même si elle était au fond un plagiat d'une architecture, disons, d'atelier parisien, en quoi serait-elle moins un plagiat qu'une architecture moderniste? Pourquoi, quand on construit une architecture moderniste, considère-t-on qu'elle n'est pas un plagiat? Elle est tout autant un plagiat d'un immeuble de Le Corbusier ou de Mies van der Rohe. Mais à ce moment-là, on ne dit pas que c'est du plagiat, on dit que c'est le produit d'une imagination. Donc il faut, et je pense que le métier qu'on fait est à voir avec la mémoire et l'exercice de la mémoire. Par exemple, quand on doit construire l'agence d'urbanisme du Grand Nancy, on visite les lieux et on voit ce grenier. Et on se dit que cet endroit possède l'ADN de ce que va devenir l'agence d'urbanisme de Nancy. Parce que quand on le construit avec les mêmes latis de bois, les mêmes ossatures qu'on a conservées, au fond, ça crée un lieu qui est à nul autre pareil. Et il est dans une économie très grande, puisqu'on a signé un contrat disant qu'on dépenserait tout jusqu'au dernier centime, et pas un centime de plus. Et que c'est ça le programme, au fond. C'était la somme d'argent dont on disposait, c'est-à-dire 1 100 € aménagement compris du mètre carré. Mais avec ça, du coup, on trouve une esthétique. Et ce qui devient patient, parce qu'il faut aussi aller vite, et ce qui fabrique de l'identité, c'est une attention à des détails sans importance, mais qui finalement sont très importants, et finissent par resituer un bâtiment dans la ville, au bord d'un ancien canal, etc., avec une façon de revisiter cet ancien abattoir. Et comme
l'ancien directeur de l'agence d'urbanisme me disait « Moi, je n'irai jamais dans une ancienne écurie ». Et finalement, tout le monde est venu dans cette ancienne écurie. Parce que parce que c'était la même, elle a été changée, on a pu visiter le chantier. Et donc, c'est aussi un exercice de la mémoire. Et puis, ça, c'est le centre de tri postal à Bègles. Et c'est une opération qu'on a fait avec l'EPA Euratlantique. Ça, c'est l'état des lieux du centre de tri postal construit en 1978 par un architecte qui s'appelle Georges Cordier, dont c'était le premier projet. Il m'a raconté l'histoire. Il me dit, on a fini les travaux et on est allé voir la mairie de Bègles pour demander le raccordement au tout à l'égout. Et l'employé de la mairie lui a dit, il y a juste un petit détail que vous devriez remplir, c'est qu'il faudrait déposer le permis de construire. Parce que le bâtiment était fini. Et à l'époque, en 78, on considérait que c'était juste une formalité. Donc, autre temps, autre mœurs. Et donc, on a fait la visite avec Georges Cordier de ce bâtiment. Et on l'a transformé comme ça. C'est-à-dire que ça, c'est le même endroit que celui qu'on voyait. Donc, on l'a ouvert. On a créé d'une certaine façon un paysage que Jacqueline décrivait comme étant le fait de retrouver un horizon, un ciel, etc. Et puis, à partir de là, c'est poser la question de l'air conditionné dans les bureaux. Et on s'était réunis avec le bureau d'environnement dans le jardin que vous avez vu la première photo. Et il faisait très, très, très chaud. Il faisait plus de 40 degrés. Et à ce moment-là, j'ai pris le jet d'eau et j'ai arrosé le jardin. Et j'ai dit, maintenant, on a plus chaud ou moins chaud? Il me dit, il fait moins chaud, mais je ne sais pas le calculer. Et je dis, mais si vous saviez le calculer, on pourrait se passer d'air conditionné et peut-être se servir du jardin pour rafraîchir les bureaux. Et donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que l'eau des toits est recueillie dans des citernes qui arrosent les bambous, il y a de la brumisation, et du coup, il n'y a pas l'air conditionné systématiquement, mais le jardin devient le lieu qui rafraîchit cet endroit. Au fond, ce que je veux dire simplement, c'est que je ne sais pas si c'est de l'architecture, de l'urbanisme, du paysage. Ça, c'est la transformation de la place de la Roche-sur-Yon. On va effectivement du projet au programme, de l'idée de la mémoire, de la célébration de Napoléon, etc., à la pratique de ce que j'appellerais un art populaire, c'est-à-dire quelque chose qui se termine. C'est compliqué de passer des photos, voilà. Ah oui, dans une salle par un restaurant, dans une serre au milieu de la place, pour goûter sans doute la saveur des mets, des fromages et des vins, et se dire qu'il en va de la même façon pour les villes, les bâtiments et les jardins, c'est que d'une certaine façon, il faut apprendre à les aimer, à les goûter, et c'est ce qui les rend éventuellement patients. Merci Alexandre. Donc, une ville patiente, c'est une ville qu'on peut aimer. Oui, et je dirais même qu'il faut apprendre à aimer. C'est-à-dire que c'est un exercice culturel de première importance. C'est-à-dire que c'est une activité qui n'est pas tout à fait, enfin qui se gagne en quelque sorte. C'est un plaisir de découvrir les villes, c'est un plaisir d'en apprécier la différence. C'est une culture, c'est un savoir, mais c'est exactement comme les gens qui apprécient un vin, qui savent en goûter la différence, reconnaître un fromage, reconnaître le chant des oiseaux, reconnaître les plantes. Ça s'appelle l'art de reconnaître les plantes, c'est la reconnaissance des végétaux. Et donc il y a dans l'art de reconnaître la ville quelque chose qui tient de l'art de la reconnaissance. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on reconnaît parce qu'on l'a déjà vu et qu'on peut partager avec d'autres, faire partager et qui devient partie de sa culture, quoi. Et vous voyez, ça devient... Et il faudrait que le ménagement des villes, ou cette façon, ce que vous disiez très justement, à la fois débrusquer, de les préserver, devienne
véritablement, c'est ce qu'on se dit à Strasbourg souvent, c'est que la culture n'est pas un volet programmatique, c'est une façon d'aménager la ville. Mais c'est la dimension culturelle première de la politique, en fait. C'est ça l'idée, quoi. C'est ça, faire société et faire cité ensemble. Merci. On pourrait peut-être poursuivre l'échange entre nous, mais vous êtes là et ce serait intéressant que vous vous exprimiez en tant qu'aménageur, en tant qu'urbaniste, en tant que ce que vous êtes, acteur de la ville. Est-ce que ce thème vous fait réagir? Est-ce que ce que nous ont dit nos invités vous donne envie de vous exprimer? Alors, on peut désigner artificiellement qui va parler, c'est très facile. Voilà, Marie-Douce Albert, le moniteur. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui distribue les micros ou alors, je crois qu'il faut tout faire ici, non? Alors donc, non, il faut un micro parce qu'en plus c'est enregistré, ce qui permet de bouger. Voilà Marie-Douce. Mais il devrait y avoir en principe des hôtesses qui passent les micros. Alors en fait, moi je voudrais que vous me donniez un exemple de ville chiante parce que je ne connais pas de ville chiante. Oui, bah voilà, parce que en fait le truc c'est que il y a toujours quelque chose de bien dans une ville. Donc moi j'aimerais bien savoir ce que c'est qu'une ville chiante vraiment. Faut balancer un peu. Hein. Alors, messieurs, dames, c'est quoi une ville chiante? Quand on a parlé de ville chiante, c'est beaucoup aussi la création des nouveaux quartiers. Hein. C'est de ça dont on parle. Oui, mais je pense que c'est aussi une ville où, à un moment enfin, ce qui peut arriver, c'est un destin qui est donné à une ville et qui suscite un rejet de ses habitants. Si je prends Bruxelles dans les années 50, 60, 70, on la destine comme une ville d'usage, comme je le dis, donc on vient y travailler mais on n'y vit pas. On crée des quartiers artificiels qu'on a voulu appeler le petit Manhattan parce qu'on s'est pris pour Manhattan. Il n'a aucun sens évidemment de se prendre pour Manhattan. Et donc ça devient une ville chiante parce que les gens la fuient. Et qu'on a en fait, on est en train seulement maintenant, en 2018, de retrouver les chiffres de population de Bruxelles des années 80. Donc, bon, alors je ne sais pas si c'est le terme chiant qui doit s'appliquer, mais l'urbanisation par rapport à une mauvaise utopie, une mauvaise direction, elle peut mener à une catastrophe. Et à une ville qui est rejetée, parce qu'elle n'est simplement pas agréable. Ce qu'on essaie de faire dans une ville, alors j'ai bien aimé ce qu'Ariella a dit, on veut aussi recréer de l'équité. Parce que c'est quelque chose, c'est un concept qu'on oublie très très souvent. On parle beaucoup de développement durable, donc on parle beaucoup d'environnement, on parle beaucoup d'économie, mais on parle pas beaucoup de social. Une ville sans équité, c'est une ville, moi je l'ai dit, donc dans ma population, j'ai à la fois des quartiers extrêmement riches, mais quand je dis extrêmement riches, les plus grosses fortunes qui habitent là, et des quartiers extrêmement pauvres. C'est justement cette dualisation qui est en perpétuelle lutte, qui est en même temps le beau défi urbain. Donc c'est là-dessus que se construit une ville. Parce qu'une ville peuplée uniquement de riches ou uniquement de pauvres, ça c'est aussi une ville chiante. Donc je crois que c'est cette mixité urbaine, cette mixité inclusive qui est extrêmement importante, dans laquelle l'équité joue un rôle important. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend aussi de l'imaginaire qu'on peut avoir les uns et les autres par rapport à un lieu. Si moi, ça marche pas ? Si je prends par exemple certaines villes comme, je pense à Dubaï par exemple, moi c'est pas une vraie ville qui me fait vraiment rêver, et pourtant j'en suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui y vont, c'est ludique, il y a plein de choses qui s'y passent, peut-être que je la connais pas très bien, en tout cas ça répond pas à mon imaginaire, donc je pense aussi qu'il y a des choses effectivement c'est aussi l'organisation du social est un peu particulier dans ce genre de ville. Si je peux répondre de mon côté, parce que quand on a initié le sujet, je venais de visiter un certain nombre d'opérations. Zurich, par exemple, des opérations qui sont jugées superbes. Hein. Zurich d'une part, et Hammarby d'autre part, qui est le quartier écologique en Finlande, en Suède, près de Stockholm. Il y a à aucun moment on a envie de s'asseoir. Je pense qu'une ville pas chiante, c'est une ville où on a envie de s'asseoir. De séjourner. On traverse un lieu, vous allez à Lisbonne, ils ont fabriqué maintenant des espaces assez extraordinaires avec des kiosques, avec des belvédères. On se dit, mais je resterais bien que 5 minutes ici.
Si vous allez à Marby, honnêtement, à aucun moment, vous n'avez envie de vous asseoir. Et pourtant, c'est parfait au niveau écologique, c'est très bien dessiné, c'est très géométrique, les bâtiments ne sont pas si mal. Et pourtant, c'est terriblement ennuyeux. Donc, c'est un peu la source. Ou alors, par exemple, dans les nouveaux quartiers de Zurich, le surdimensionnement des voies, qui fait que même quand on crée des cafés, il n'y a pas moyen, ça ne prend pas. C'est-à-dire que cette surdimension des voies fait que l'animation ne peut pas prendre. Il y a une sorte de maladie de l'urbanisme contemporain qui est sans doute un héritage du mouvement moderne, un peu inscrit dans le code, sans qu'on le sache, parce que les règlements des pompiers et autres, qui fait que vous avez des surlargeurs, des marquages des places de voitures. On a vu tout à l'heure dans la très belle opération de Bruno Fortier, des places marquées au sol avec des numéros. On est dans un quartier dessiné par le paysage. Et donc toutes ces maladies de la technique contemporaine quand on intervient sur les villes, qui rend les villes très ennuyeuses. Mais peut-être vous avez envie aussi de réagir ou d'autres questions dans la salle. Ce qui m'intéresserait aussi, c'est que les aménageurs nous disent qu'est-ce que ça change dans leur métier. Jean-Luc qui a travaillé avec moi, Jean-Luc Charles, qu'est-ce que ça veut dire pour un aménageur de tenter de faire une ville plus agréable, plus partagée, Est-ce que ça change le métier ? Alors, monsieur, ici, premier rang. En attendant, est-ce que quelqu'un d'autre a envie de s'exprimer ? On voit très très mal à partir de la tribune. Ici ? Oui, non ? Qu'est-ce que ça change ? Porter l'ambition d'être un aménageur de la ville pas chiante, c'est être très présomptueux d'une certaine manière. C'est difficile d'appréhender ce sujet tant il est extrêmement divers et incernable d'une certaine manière. J'aurais du mal à définir ce que c'est qu'une ville pas chiante. Je sais que dans ma profession et dans mon métier, je dois m'assurer de tenir à la bonne distance un certain nombre de process de production qui peuvent me conduire à produire une ville générique. Le paradoxe d'un aménageur, et pour reprendre une très belle formule qu'on a vue exposée, la ville n'est jamais finie. J'ai envie de dire que pour un aménageur, la ville commence quand on a fini. Et c'est un paradoxe. Et donc pour essayer de participer ou de contribuer à une ville pas chiante, il faut que l'aménageur, d'une certaine manière, sorte de sa zone de confort et qu'il ne soit plus dans les process de production, mais plutôt dans des process d'engendrement. Et je reprends ici un concept qui est déployé par Bruno Latour dans Où atterrir, qui est un très bel ouvrage que je vous conseille d'ailleurs. Un process d'engendrement, ce n'est pas partir d'un travail de conception ou de programmation pour aller vers la réalisation, c'est partir d'espaces de vie, de voir ce qui constitue l'identité d'un site, son paysage, ses usages, et d'essayer de construire une ville qui prenne appui sur ce qui caractérise un bâtiment, un îlot ou une pièce urbaine, comme d'ailleurs l'a très bien démontré Alexandre. Mais c'est aussi aller à l'encontre de réflexes, de postures plus ou moins avancées par tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent d'un processus complexe. Produire la ville pas chiante veut dire aussi qu'on se soit assuré, quand on a le statut d'aménageur, d'avoir une autorité publique bienveillante. Et je reprends ici pour partie les propos de Monsieur le maire de Bruxelles. Avoir une autorité publique bienveillante, c'est avoir une autorité qui porte une ambition, qui porte un projet ou une vision urbaine, qui adosse l'action politique sur la construction d'un imaginaire et d'une fiction. Et c'est pas si fréquent que ça. Voilà. Et à partir du moment où on a ce cadre de référence-là, on est en capacité de déployer des process ou des modes de fabrication qui sont un peu différents. On est en capacité de prendre des risques. Et je répéterai jamais assez que avoir le statut un peu prétentieux sur l'île de Nantes d'être un laboratoire urbain ou un laboratoire in vivo, c'est au moins reconnaître le risque, la possibilité de prendre des risques.
et donc de se tromper. Voilà. Et je pense qu'une ville patiente, c'est peut-être aussi une ville qui est en capacité d'expérimenter, de tester, d'emprunter de fausses pistes, et donc d'être en capacité d'ajuster ou de se réajuster en permanence, parce qu'il y a un système d'acteurs extrêmement riche et complexe. Voilà. Et je voudrais finir par là. La ville patiente, c'est une ville qui sait prendre son temps. Le pire ennemi de la ville, c'est la vitesse et les phénomènes d'accélération qu'on connaît actuellement, notamment avec l'émergence d'une nouvelle économie. Donc une ville patiente, c'est une ville qui sait travailler sur l'éphémère, sur l'urbanisme transitoire et sur le temps long. Voilà. Et je sais que ce n'est pas donné à tout le monde. En tous les cas, je suis sûr d'une chose, c'est que la ville générique a besoin de vitesse parce que de toute façon, il y a des sommes et des enjeux relativement considérables qui sont engagés. Et voilà, quelques marqueurs en fait pour un aménageur pour essayer d'échapper à une ville générique. Mais merci Jean-Luc, peut-être une réaction. Et puis il y a deux demandes de parole derrière Jean-Luc. Ça veut dire aussi, juste une remarque, que l'aménageur reste sur son territoire. Ce qui n'est pas toujours le cas. Malheureusement, il disparaît et souvent, il ne se soucie pas de ce qui passe après, parce qu'une ville pas finie, c'est une ville qui peut encore évoluer et dont on s'occupe. Et c'est aussi une ville qui fiche pas les programmes au départ. Et ça, c'est quand même une des données de l'aménageur. L'expérience qu'a expliqué Alexandre avec Eric est très importante. C'est-à-dire, on part sans programme. On part sans programme. Avec un programme ouvert, ça change le travail de l'aménageur. Alexandre ? Oui, mais sur la question du temps, moi je pense qu'il faut parfois aller assez vite. Par exemple, l'exemple de Strasbourg, on est allé relativement vite. Pour que les choses, c'est bien moins que le délai que vous citiez là de 7 ans. On est sur 3 ou 4 ans entre le moment où ça commence, même sans, il n'y a même pas de programme, pas de début, et le moment où ça s'ouvre, c'est-à-dire que là, ça va être livré maintenant. Et si vous voulez, c'est relativement vite. Et en même temps, ça s'inscrit dans un temps plus long que celui, parce qu'on peut se servir d'un projet pour corriger le suivant. Enfin, c'est cette idée que au fond, par exemple, on commence par là. On n'est pas obligé de dire comment ça va être à la fin. On peut se dire le premier projet qui se fait assez vite sert à ajuster le second, le troisième, etc. Et on peut agir par recalage successif. Mais pour ça, il faut accepter 2 choses qui sont difficiles à accepter dans ce pays. C'est de changer d'avis et de jouer avec le temps. On voit bien les difficultés qu'on a à abandonner un projet. C'est des crises absolument terrifiantes, quoi. Sans raison, parce qu'après tout, il y a toutes les raisons du monde parfois d'abandonner un projet. Sauf qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire politiquement, on ne sait pas le faire administrativement, on ne sait pas le faire juridiquement. Et du coup, on est je ne sais pas si c'est... Or, il faut sans cesse changer d'avis. Il faut ajuster les choses, il faut se dire on a fait ça, le premier il est comme ça, le deuxième on va réajuster ici, le troisième on fait un peu plus comme ça, parce que c'est aussi la condition d'une production plus démocratique de la ville. Si vous voulez, quand on demande l'avis aux gens au début de la fabrication d'un quartier qui va prendre 10 ou 15 ans pour savoir ce qu'ils vont penser de la ville dans 15 ans, en fait personne n'est démocratiquement situé n'est compétent d'ailleurs pour donner son avis à une telle échéance. On peut donner son avis sur des échéances bien plus courtes, et ça veut dire que la concertation ou au fait l'ouverture du projet à un processus démocratique nécessite bizarrement d'aller vite et de prendre du temps aussi. Et c'est ce qu'on a énormément de mal à faire, parce que ça veut dire déposer des avenants, des amendements, des permis modificatifs, revenir. Et ça, c'est une espèce de terreur. Alors que ça devrait être le lot commun. L'avenant, l'amendement, c'est normal. C'est pas parce que c'est mal géré, c'est parce que c'est bien géré. Parce que changer d'avis, s'adapter, etc., ça veut dire qu'on gère bien.
Or, c'est devenu une espèce de difficulté en disant, c'est comme les gens qui disent on va livrer des logements sans réserve, on va faire un projet sans avenant, ça aura été bon du premier coup avec le bon contrat et puis la bonne... Non, c'est jamais comme ça. Je veux dire, il y a Alexandre, on va faire un peu de participation parce qu'il y a 2 personnes qui veulent parler là. Donc je vous prends l'un après l'autre. Je crois qu'il y a Ruth et derrière, je ne sais pas, je ne vois pas bien. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que tu as dit, Ariella, sur les villes pensées pour la voiture. Je pense que, pour ma part, qu'une ville patiente, c'est une ville pensée avec des voitures, mais pensée pour le piéton. Mais vraiment, intimement pensée pour le piéton, avec l'échelle du piéton. L'ergonomie du piéton, j'ai trouvé que dans le centre de tri qui nous a été montré par Alexandre Chemetov, ce qui m'a plu, c'est l'échelle. Il y a une question d'échelle, de confort, de feng shui urbain du piéton qui rend une ville patiente et qui fait qu'on a peut-être envie de s'arrêter, de s'asseoir. Voilà. Oui, je voulais juste dire un mot, c'est intéressant que vous disiez ça parce qu'il y a une ville, par exemple, qui a très vite basculé sur le moins de voitures, c'est Amsterdam, où il y a plus de vélos que d'habitants, mais elle n'est pas du tout pensée pour les piétons. Donc c'est pas du tout agréable de se promener à pied autour d'Amsterdam. Donc vous avez raison que cette échelle, et ça rappelle aussi ce débat sur les rez-de-chaussée, parce que souvent on nous présente les projets urbains comme si on était tous dans des hélicoptères ou qu'on habitait tous au 40e étage d'une tour, mais de revoir les choses depuis justement la personne qui circule dans la ville. Je pense que ça, ce débat sur les rez-de-chaussée, la façon dont on relie les quartiers à pied, est à mon avis une des prochaines clés. Alors il y a aussi derrière une prise de parole. Oui, allez-y. Vous êtes d'ailleurs avant Ruth, mais vous avez été patient. Vous êtes Hugo Réveillac du Grand Projet des Villes Rive Droite sur la banlieue bordelaise. Je voulais poser une question sur cette notion de qu'est-ce que c'est que la ville chiante, en m'appuyant sur les recherches, si on peut appeler ça comme ça, un peu provocatrices de Mathieu Zimmer de l'agence 2 degrés, qui parle dans son livre Le Petit Paris d'une ville enchantée qui est recherchée en fait finalement le périurbain et même la monofonctionnalité, ça répond à une demande qu'on le veuille ou non, mais aujourd'hui, il y a des personnes qui cherchent à s'isoler, à ne pas forcément connaître les personnes qui vivent à côté. Et du coup, ma question, c'est de savoir comment, en tant qu'aménageur, on peut réussir à changer ce besoin, à faire modifier dans les mœurs de tous nos concitoyens pour aller vers une ville qu'on sait plus durable quand elle est plus mixte, que ce soit par la fonction, que ce soit par la mixité sociale. Donc comment aujourd'hui on peut susciter ce changement d'envie dans la demande? Je crois que j'ai pas très bien compris. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Vous dites qu'il y a des gens qui recherchent l'isolement et comment l'aménageur peut provoquer l'envie de voir les autres. C'est ça? C'est ça que j'ai compris? C'est à peu près la question par rapport notamment au périurbain. Peut-être qu'il faut aussi que l'aménageur sache ménager l'isolement, parce que l'isolement, c'est nécessaire. Alors, c'est pour ça aussi que nous, on dit que la ville patiente, c'est pas de la ville toujours animée. C'est aussi l'intimité, c'est important dans la ville. Donc peut-être que l'un d'entre vous veut réagir ou non. Ouais, Philippe. Les maires ont toujours une réponse, hein, c'est ça? On doit. Hein. C'est les rythmes, c'est la gestion des rythmes dans une ville, je trouve, qui est importante. Par rapport à votre question. Et il y a des moments où il faut un rythme apaisé, il y a des moments où il faut un rythme plus soutenu. Je crois que c'est ça dans la façon dont les urbanistes et les aménageurs le pensent. C'est la façon dont on va gérer ce rythme dans la journée, dans la nuit, dans les territoires, dans les connexions. Et donc je crois qu'il y a une vraie question sur les rythmes par rapport à ça. Mais il faudrait plus d'une heure pour en parler. Il me semble aussi que ce que Philippe a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la multiplication des centres dans Bruxelles, et on peut élargir ça. Parce que c'est la multiplication des centres sur le territoire. Pourquoi ne pas imaginer que les bourgs, qui sont des lieux magnifiques en France, puissent retrouver une dynamique avec, s'ils arrêtent de faire des lotissements, ils font des belles places avec du coworking, ce que nous a raconté un peu le maire de Toulouse ce matin dans sa coopération avec le Gers, et que les gens habitent dans des villages, qui travaillent dans les villages avec le numérique. Pourquoi on renverserait pas les sujets? Parce que les gens ont toujours envie de se retrouver, mais pas forcément dans une ville dense, et je crois qu'il faut qu'on élargisse, et on va le faire dans un deuxième temps, notre réflexion à des territoires qui ne sont pas les territoires urbains. Comment est-ce que les territoires, que moi j'aime pas appeler périurbains, qui sont les territoires moins denses de la France en particulier,
peuvent trouver du vivre ensemble, du plaisir et de l'animation, en plus en profitant du fait que habiter là-bas, ça coûte rien. On peut acheter une église pour 1 €. Donc je pense que les urbanistes et les aménageurs pourraient se lâcher au niveau de leur inventivité sur ce qu'il y a à faire sur ces territoires que j'ai pas du tout envie d'appeler périurbains, pour ma part. Une réaction peut-être, parce que la Belgique, c'est assez dispersé aussi. Hein. Vous avez pas mal d'étalements urbains, un peu comme les Français. Alors, on est à la fois dans on est assez cousins quand même. Alors, on est une grande ville, en fait, la Belgique. C'est ce que certains disent, ça date d'ailleurs du Moyen-Âge. Il y a une ville tous les 20 km en Belgique. Donc, ce qui est complètement dingue. Donc, en fait, on n'arrête pas. Si vous faites l'autoroute, justement, dont on parlait, vous verrez qu'il y a une sortie d'autoroute vers une ville tous les 20 km. Donc, en fait, même si vous prenez les 2 grandes métropoles de Belgique, que sont Anvers et Bruxelles, c'est 25 minutes en voiture, Anvers-Bruxelles. Donc, c'est rien du tout. Donc, oui, on n'est plus de nouveau dans ce rythme. On passe d'un endroit à l'autre. Mais si on prend rien que Bruxelles, on a plein de centres. Justement, je crois que c'est vraiment important ça. Et c'est la façon dont on va se connecter avec le reste du territoire qui va être important, parce que dans le fond, nous les mettons dans des carcans institutionnels, mais la population pas du tout. Elle migre tout le temps, selon les rythmes, selon qu'elle a des enfants, qu'elle a plus d'enfants, qu'elle divorce, qu'elle se remarie, elle va bouger selon le cadre de vie qu'elle recherche. Et ça nous dépasse complètement. Alors on doit libérer la salle dans 3 minutes. Alors je vous laisse 1 minute à chacun pour nous donner un conseil. Un conseil pour faire la ville pas chiante. Alexandre, le conseil le plus important. Moi, je vous recommande de voir un film d'Ariane Doublet qui s'appelle La Terre en morceaux. C'est un film sur le pays de Caux où on voit comment l'aménagement d'une zone d'activité qui se fait au détriment de très bonnes terres où on cultivait le lin, pour que ne vienne jamais d'activité. C'est une critique assez radicale de la nécessité d'aménager, de l'idée que des élus se font de l'aménagement en pensant qu'il faut aménager, et de la perte que ça peut engendrer. Donc c'est une critique assez juste, assez fondée et assez radicale de l'aménagement et de ses dérives. La Terre en morceaux d'Ariane Doublet. Tout le monde a noté. Donc ce sera dans le compte-rendu. Jacqueline, un conseil ? S'appuyer sur je pense que quand on travaille sur l'aménagement de quartier ou d'une partie de la ville, qu'elle soit grande ou petite, c'est quand même toujours partir comme l'a bien montré tout à l'heure Alexandre, partir de ce qui existe, accompagner cette transformation, mais c'est pas et de qualifier, enfin, je veux dire, avec beaucoup de soin, de dessiner avec beaucoup de soin cet espace qui appartient à tous et qui permet de relier effectivement les différents, soit les différentes centralités, les différentes centralités entre elles, et d'accorder une grande attention à cet espace-là, qui se dessine aussi bien que les plats. Voilà. Merci. Alors Philippe, un dernier conseil ? Je le disais, je pense qu'il faut fixer une utopie et qu'il ne faut pas avoir peur des doutes. On est toujours en train d'être convaincu qu'il faut convaincre tout le monde. Et de temps en temps, avoir des doutes et pouvoir se dire, tiens, peut-être que là, on doit réorienter, mais tout en ayant cet axe d'utopie, c'est important. Donc le doute, moi, je trouve que ça fait avancer. Merci beaucoup à vous 3 et merci à vous tous. Et surtout, si vous avez des idées à nous donner, tous, surtout vous nous les donnez. On va vous consulter pour que vous nous disiez toutes les idées que vous avez pour qu'on prolonge ce travail et qu'on puisse produire ce livre. Alors, maintenant, on va laisser la place à réparer la ville. C'est intéressant parce que ça vient bien en consonance avec notre sujet dont Nicolas, tu as le plateau. Merci à tous.